Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Croisement. Croisement est une série de rencontres d'experts traitant de thèmes sur l'innovation. L'innovation est complexe à appréhender. Nombreuses sont les entreprises qui tentent de trouver les bonnes approches et les bonnes manières de collaborer pour être capables d'innover. Nous pensons que la transdisciplinarité peut aider à traiter ces sujets complexes. C'est pourquoi nous croyons beaucoup à la force des rencontres, pour interroger, imaginer, rebondir, réfuter, désapprouver, aimer, se divertir ou s'évader. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle édition de Croisement, nous allons discuter des liens, des cheminements, des interactions entre l'art et la donnée. Comment l'art peut-il réinterroger la donnée ? Est-ce que la donnée peut augmenter la créativité ? L'intelligence artificielle va-t-elle pouvoir produire de l'art ? Quel type de données permet de créer plus et ou mieux ? Autant de questions et même plus que nous allons aborder avec deux invités que nous sommes ravis de recevoir. Renaud Gauthier, vous êtes artiste, peintre, plasticien. Vous questionnez le projet occidental sur le monde, le champ de la représentation et celui de la situation. Vous êtes aussi intervenant en recherche et pédagogie de l'art, du design et de l'innovation. Vous interrogez la data comme désir de totalité, processus de pouvoir et les modalités de représentation d'une réalité fluctuante. Et vous avez lancé plusieurs projets artistiques autour de la data. Bonjour. Bonjour. Michel Lutz, vous vous occupez de l'exploitation des données chez Total. Vous mettez en œuvre les transformations de fonds organisationnels et culturels qui permettent au groupe de diffuser efficacement ces données. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus précisément en quoi ça consiste ? Aujourd'hui, comme vous le savez, chez Total, c'est une société qui crée et qui consomme énormément de données. Et puis, pour en tirer pleinement parti, il y a tout un ensemble de chantiers de fonds à mener pour utiliser mieux et plus de données. Donc, c'est des chantiers à différents niveaux. Il y a la transformation des systèmes informatiques. Il y a un changement culturel pour que les gens partagent leurs données, prennent soin de leurs données, valorisent leurs données. Il y a des chantiers de compétences scientifiques à développer. Et puis, il y a tout un ensemble de programmes de s'imaginer comment on peut mieux utiliser nos données pour imaginer de nouveaux cas d'application dans tous les métiers de Total, donc qui sont très très variés. Donc ça peut aller du marketing à l'exploration, production pétrolière, en passant par les nouvelles énergies, le renouvelable. Et donc tout ça, c'est énormément consommateur de données. Et puis on a plein de services, plein d'applications à imaginer et à déployer avec ces technologies et les données. Puis mon rôle, c'est de conduire les chantiers de transformation de fonds pour qu'on aille toujours plus loin dans l'exploitation de nos données. Est-ce que nous pouvons faire un point pour commencer ce podcast sur qu'est-ce que la donnée et quels sont les périmètres de la donnée en 2019 ? Donc moi, peut-être comme point de départ, ce que je voulais peut-être juste poser, c'est de se poser la question de la donnée, en disant qu'il y a peut-être, c'est pas un point de départ, mais il y a peut-être quelque chose de différent en 2019, ou en tout cas dans l'ère aujourd'hui du numérique, du digital. C'est que finalement, je pense que la définition de la donnée, elle change, puisque si on regarde, avant de venir, j'ai regardé dans un dictionnaire une définition de ce que c'est que la donnée. C'est pas forcément quelque chose de numérique, en fait. Donc une donnée, c'est... donc je prends une définition, je ne sais plus dans quel dictionnaire je l'ai tirée, mais ce qui est connu et qui sert de point de départ à un raisonnement. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que le numérique et le rapport à l'art avec la donnée non numérique et la donnée numérique fait que les choses changent un peu. Parce que je pense que, je pourrais prendre l'image de l'artiste non numérique. Je pense que lui, il a une donnée qui est sans doute différente de l'artiste qui est averti dans les matières numériques, puisque finalement, je pense que l'artiste, on va dire naturel, non numérique, lui, les données qu'il a, c'est un peu son système perceptif, donc sa vue, son odorat, son ce on est qu'il dans peut entendre. l'analogique, ouais. Voilà, et en fait, c'est sa bulle de savoir qui est conditionnée par sa physiologie. Et en fait, finalement, la donnée aujourd'hui, ça apporte la donnée numérique, ça apporte un champ de perception étendu, en fait, puisque finalement, on numérise tout, on a des capteurs, donc c'est une matière en plus qui peut alimenter la créativité. Alors, Gauthier. en termes de matériaux, je suis plutôt d'accord. Maintenant, sur le plan de l'approche,
Je pense que depuis, je sais pas moi, 500, 600 ans, à peu près depuis la Renaissance, quand on s'est remis à lire Lucrèce, De Rerum Natura, on s'est remis à inventorier le réel. Et un réel dont on pensait qu'il était la nature. Bon, maintenant, la considération de la nature a complètement changé. On a substitué la notion d'environnement. Ce qui prouve qu'on pense que ça y est, on a fait le tour de la nature. Mais, et les moyens d'investigation de l'époque transitaient d'ailleurs par des artistes qui prenaient commande. Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'encyclopédie sans dessin. Il n'y aurait pas d'entomologie ou d'histoire naturelle sans dessin. Il n'y aura pas muséum d'histoire naturelle, il n'y aura pas Buffon, Linné, etc. Et même, je veux dire, les généalogies du savoir se sont très rapidement exprimées par le dessin. Donc il y a bien eu une conception relayée également par la main. C'est-à-dire que tout d'un coup, la main a été un moyen de traduire une réalité conceptuelle, où il a fallu effectivement inventorier, investiguer. Cela étant dit, je pense que cette extension de cette bulle de savoir dont vous parlez, elle est pas, comment dire, elle est pas si différente justement de la période analogique. Je pense que les problèmes sont différents et en même temps les mêmes. Alors je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, devant la profusion de données, on doit retrouver le sens de la forme. Parce que, et en plus il y a une ambiguïté dans le mot donné. Le donné, si on reprend, c'est quand même des choses justement qui a priori nous sont données, alors qu'en fait, bien souvent, il faut payer pour les avoir. Donc il y a déjà un paradoxe d'une financiarisation de la donnée aujourd'hui qui fait que toutes les données ne sont pas libres d'accès. Bon, certaines oui, mais elles sont, et pour l'artiste de ce qu'on vient de dire, elles sont souvent secondaires. Même si j'utilise un enregistreur, il faut quand même que j'ai un enregistreur. Alors que si j'ai mes oreilles, j'ai juste mes oreilles. Bon, donc il y a quand même déjà dans cet outillage et cette instrumentation de la prise de données, après dans le traitement, il y a des phénomènes qui sont, on va dire, issus de l'ère cybernétique, quoi, voilà. Donc il faut capter, computer et ensuite retranscrire. Mais même dans cette retranscription, à partir du moment où on dit ce n'est plus analogique, et c'est un des grands débats qu'on doit avoir, je pense, avec Michel, il y a un moment donné, on va devoir redéfinir des formes d'expression, donc déjà par des catégories de pensée, des catégories de données, des corrélations. On va se poser des questions que se posent souvent les artistes, puisqu'on parle de la boîte noire des sciences de la donnée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus véritablement expliquer certains fonctionnements d'algorithmes, mais de la même manière, dans bien des cas, on ne sait plus exactement poser des rationalités sur des actes, sur des gestes artistiques. Je dis pas qu'il y a une pulsion dans l'expression de la donnée, mais il y a au moins une pulsation, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans ces occurrences, ces récurrences, il y a des formes qui peuvent apparaître. Et ces formes-là, je pense qu'elles sont... C'est un point de recouvrement entre des artistes et des data scientists. Je pense que là, il y a quelque chose qui ressort non seulement des sciences humaines, mais de l'art. Voilà. C'est marrant, parce que moi je voyais les choses un peu différemment. Donc effectivement, il y a interrogation sur effectivement la donnée analogique et la donnée numérique, où effectivement, moi, l'idée que j'avais, c'est qu'effectivement, la donnée numérique, c'est une richesse en plus pour l'artiste, parce que finalement, on est capable de capter des signaux qui auparavant étaient peut-être moins faciles à capter. En même temps, je pense que c'est aussi une banalisation de la sensibilité, parce que finalement, l'artiste, souvent, sa capacité, au-delà d'une capacité technique ou de comment il matérialise son art, c'est... capacité à saisir un peu l'air du temps, et ça c'est des choses qui de plus en plus peuvent être instrumentées en fait. Voilà, on fait de l'écoute sur les réseaux sociaux, on arrive à sentir l'air du temps par des moyens d'ingénierie, et alors qu'auparavant c'était quelque chose de très très, une sensibilité très très liée à l'artiste. Donc ça c'est lié à la donnée. Et par contre ce qui est amusant, c'est par rapport à ce que vous disiez dans le traitement boîte noire, etc. Moi, justement, j'ai l'impression que parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup donc, de data art, etc., ou admettons à une matière
sur une certaine matière numérique donnée, on applique des traitements qui vont procéder à la création d'une œuvre. Et par contre, moi j'ai plutôt le sentiment que dans le cas du data art, on est dans une boîte qui est beaucoup plus blanche que dans le cas de l'artiste non numérique, puisque finalement derrière c'est de l'algorithmie, c'est des choses qui... Et c'est bien pour ça d'ailleurs que moi je maintiens mon travail de peintre. Oui. Je maintiens mon travail de peintre parce que justement il y a cette relation d'abord à l'origine. Enfin, on a commencé par peindre des mains sur les grottes et ensuite des bisons, etc. Enfin, j'étais pas là, mais enfin, je peux l'imaginer. Et cette idée de prendre une matière dans un menu, on pourrait pour reprendre des terminologies un peu numériques, dans un menu qui s'appelle une palette. Mais enfin, en même temps, elle est infinie la palette parce que c'est que des vibrations avec. Et c'est un petit peu à voir aussi avec le métier de Michel, puisque les couleurs, elles viennent du sol, au départ. On sait beaucoup de minéraux, du cadmium, du chrome. À une époque, il y avait même du plomb, maintenant c'est interdit. Parce que, voilà. Mais, et cette idée de mélanger tout ça, c'est aussi cette façon de mixer qu'aura un DJ ou plus tard un VJ, et maintenant on pourrait parler de data DJing. Je suis pas toujours impressionné par finalement la monstration du data art en fait. Je trouve que quelquefois justement parce que on sait exactement, on sent exactement le process et que l'aléa a été largement maîtrisé. Finalement, on reste un peu sur sa faim. Et j'étais plus sensible à une production récente où là, ils ont essayé finalement de mélanger une mémoire immédiate en fait. C'est-à-dire que c'était une mémoire immédiate qui produisait en fonction d'apprentissage d'une situation donnée, mais sur une seconde ou sur une minute. Et après, on effaçait et on recommençait. Et tout d'un coup, il y avait une forme de geste aléatoire, dépendant des conditions extérieures, et que la machine pouvait produire. Et j'ai trouvé que ce protocole-là était peut-être plus intéressant et plus proche de l'artiste, ou que ça peut être aussi un chorégraphe, un danseur, ou un improvisateur en jazz, et qui va essayer de réagir à une prise en compte d'une situation donnée, et qui va essayer de délivrer quelque chose à partir de ce qu'il va comprendre, percevoir, apprécier, et voir s'il peut donner un sens à finalement, une poésie, une création en fait, un poios à cet instant-là. Voilà. Ouais. Et effectivement, c'est vrai que avec l'introduction de ces nouvelles technologies et du digital dans l'art, c'est vrai que ce qu'on voit souvent, c'est que la barrière entre artiste, ingénieur, elle devient un peu poreuse et floue. Et je pense que l'artiste, il a presque une responsabilité, je dirais, de pas devenir strictement ingénieur et de garder un peu une folie, une non-explicativité dans ses comportements qui fait parce qu'en fait, si on suit tous le mouvement plus technique d'ingénieur, on va pas questionner suffisamment fondamentalement la réalité, puisque les données, elles sont quand même, on a tous à un moment, bon, il y a les questions que vous évoquiez d'acquisition et tout, mais à budget égal, on a tous accès aux mêmes données, après on a accès aux mêmes outils, et si on s'en limite à cette vision outillée et technologique de la manipulation des données, on va arriver aux mêmes représentations du monde, alors que je pense que l'artiste, lui, il a à la fois une capacité, et il doit garder une capacité à être connecté au non numérique, puisque finalement il reste des choses un peu sensibles dans l'univers qu'on ne mesure pas ou qu'on n'instrumente pas bien encore, et je pense que l'artiste, sa sensibilité doit lui permettre de capter ces signaux. Et puis justement de garder une façon de traiter sa matière brute qui reste peut-être pas forcément descriptible par un algorithme, mais qui reste plus irrationnelle. Ce que j'entends là, c'est effectivement la charge de l'intention. C'est-à-dire que de la même manière que un ingénieur, il va répondre à une commande.
Et à un moment donné, il y a un artiste qui peut répondre à une commande, mais à ce moment-là, il est déjà en conflit avec l'instance, le pouvoir, l'institution, avec son commanditaire. Et il va essayer de traduire cette demande ou cette commande en quelque chose avec lequel il se sent en accord et qui lui semble pertinent par rapport au moment où cette œuvre se produira. C'est la question du sens, en fait, de l'intention et du sens que je pose, et donc de sa liberté. Ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose aussi, c'est effectivement ces conflits d'espace et de temporalité. C'est-à-dire que cette relation, un artiste, il va toujours inventer une temporalité. Même une peinture. Vous êtes devant une peinture. Cette peinture va vous donner la possibilité de vous extraire du temps dans lequel vous étiez pour aller dans un autre temps, celui de cette contemplation. Ça peut durer 1 seconde, comme ça peut durer 1 heure. C'est selon vous. Donc vous avez cette possibilité. Quand vous allez regarder une série télé en VOD sur Netflix ou autre, finalement, c'est un temps que vous ne consacrez pas à autre chose. Donc on vous a bien proposé une autre temporalité. C'est pas le métier du data scientist. Le data scientist, il va par contre répertorier et recenser des interprétations du monde selon des codifications qu'il aura lui-même définies. Donc, effectivement, on pourrait estimer que dans le data art, un data scientist va aider l'artiste à non seulement à qualifier un matériau sur lequel il pourra travailler, mais également le commenter. Bon, mais ça ne fait pas l'œuvre encore. Pas du tout. Là, récemment, on a vu le travail de Thomas Saraceno, qui est très environnemental, on l'a vu au Palais de Tokyo, où il mélange effectivement des rythmes, des musiques qui sont de l'ordre de l'impalpable. Ça peut être une galaxie, ça peut être un signal radio d'un satellite, ça peut être le bruissement d'un insecte ou le déplacement d'une araignée sur une toile. Et en même temps, il y a ces mélanges-là avec des objets ou avec des animaux, des non-vivants. En tout cas, il est beaucoup dans le vivant et le rapport au non-vivant. Et toutes ces catégories-là, dans cette proposition-là, il a mis en scène, finalement, sa manière qu'il a de relier les choses pour essayer de donner un sens. Lui, il appelle ça l'aérocène, c'est-à-dire où l'air... Donc là, c'est pas la Terre, c'est pas comme chez Thomas. C'est vraiment l'air. L'air porte l'information. Donc il a un discours à la fois sur l'information et en même temps une poésie de cette manière de faire avec cette information que l'on peut capter aujourd'hui par le biais d'instruments. C'est un propos, c'est son propos. Et c'est vrai que ça va déjà plus loin que la simple captation. Bon, voilà. On est quand même, malgré tout, je termine juste là, avant de laisser la parole à Michel Lutz, on reste quand même dans Piano à cocktail de Boris Vian, qui en fait est l'ancêtre de tous les DJ, quoi. C'est-à-dire vous avez des accords qui vont composer des cocktails différents, mais en fonction de la musique que vous jouez, vous n'allez pas du tout faire des cocktails qui ont le même goût. Peut-être d'ailleurs certains en auront un goût absolument imbuvable. Et j'aimais bien cette idée-là. C'est très très dadaïste comme idée, mais j'ai l'impression qu'on est encore dans cette époque. Oui, tout à fait. Mais juste pour revenir à l'idée. Le data scientist, c'est vrai que lui, il a une première capacité à faire de la data science. C'est aussi une façon de dire le monde en fonction de certaines données, certains algorithmes. Mais effectivement, c'est limité par les données, c'est limité par finalement une coquille, un peu un cadre scientifique lié les hypothèses des modèles à l'état de l'art qu'on maîtrise, alors que l'artiste, il peut dire le monde d'une façon plus libre, en fait, puisqu'il n'a pas ce carcan scientifique. Et ça, c'est le premier niveau. Mais au deuxième niveau, on peut questionner l'épistémologie de la chose, c'est-à-dire effectivement la manière dont on fabrique cette science ou cette technique et ce que ça nous dit nous-mêmes de notre époque et de notre monde. C'est-à-dire de se dire finalement le protocole lui-même de captation et d'analyse des données est lui-même un discours sur le monde. Oui, ouais. Et qui est aussi lui-même un questionnement sur l'art lui-même, parce que par contre ce qui est intéressant, c'est que
la technologie aujourd'hui permet donc, avec plus ou moins de succès, mais on arrive à faire tout ce qu'on appelle l'art génératif, où en fait avec des historiques de données, on arrive à recréer, je ne sais pas si c'est de l'art, mais en tout cas des œuvres, qu'elles soient de la musique ou des poèmes ou de la sculpture, en ayant appris finalement les règles déterministes qu'on peut retrouver dans un certain style de production artistique. Donc il y a plein d'exemples. Donc je crois qu'on peut pas passer de vidéo, mais il y a ou de musique, mais il y a des réseaux de neurones profonds. Il y en a un qui s'appelle Deep Bach, là, qui refait, en ayant écouté des heures de musique de Bach, qui est capable de régénérer de la fausse musique de Bach. On a même pour la sculpture, donc là on a un site qui a appris à partir de sites où il y a des modèles d'imprimantes 3D, donc qui recréent des plans de sculpture 3D. Donc ça interroge aussi. Ça interroge aussi là c'est l'algorithme qui questionne l'artiste. Oui, alors c'est le statut auteur. Gauthier, oui. Ouais, c'est le statut de l'auteur. Quel est son rôle, quelle est sa part, et quelle est sa part d'invention, quelle est sa part de nouveauté, puisqu'on est quand même dans un monde qui est régi encore aujourd'hui par le nouveau, hein, on va dire depuis Dante, nous sommes dans le moment du nouveau. Enfin, c'est très judéo-chrétien le nouveau. Hein. Il y a d'autres civilisations en fait qui pensent que tout est cyclique et tout repasse par les mêmes cases, etc. Et c'est pas grave, mais tout est flux quand même. Je veux dire en particulier certaines cultures asiatiques. Donc là, nous, on est dans cette notion justement d'un axe tend, d'un axe du progrès dans cette tentative et de cette espèce d'utopie qui peut être dystopique de production dite artistique par les machines. On a depuis Schaeffer, Lierkam ou Pierre-Henry dans les années 50-60, puis après les gens qui ont vulgarisé ces travaux-là, Kraftwerk ou bien même notre Jean-Michel Jarre national, on a, ou Klaus Schulze ou d'autres, en musique, on a utilisé ces machines-là avec justement la production dite de boucles. Et je trouve ça intéressant parce qu'au même moment, aux États-Unis, on faisait beaucoup de musique répétitive avec Philip Glass, Steve Reich et d'autres. Et même Michael Nyman dans les années 80, il a repris des boucles, non pas de Bach, comme dans l'exemple que vous citiez, mais des boucles de Mozart. Bon. Et il les a mis, justement, il est entré dans la répétition. Et c'est là, quand on commence à creuser, en fait, cet aspect-là, c'est que il y a la captation, mais il y a aussi la production. Et dans la production, mine de rien, on est quand même beaucoup dans le programme, ce qui pose la question du degré de liberté et d'aléa. Donc voilà. Est-ce qu'on fait un art qui ouvre un champ de liberté, ou au contraire qui dit simplement on va vous mettre dans un confort visuel, un confort sonore. Donc ça, c'est la musique d'ascenseur, et Dieu sait que dans la lounge music, c'était ça le propos. Et on a plein de jeunes Français d'ailleurs qui dans l'électro, il y a beaucoup de gens qui font une musique où on va retrouver, je dirais presque la même jouissance au même moment, dans la même soirée, dans le même concert, et on va répéter ça. Je veux dire, je veux pas leur faire injure, donc je ne cite pas de nom, mais il y a ce propos-là, c'est-à-dire tout d'un coup, on cherche le programme qui va à coup sûr donner le moment de plaisir ou de jouissance. Je veux dire, on est là-dedans. Je veux dire, sans numérique, et là je vais peut-être un peu, bon, c'est pas grave, mais sans numérique, vous n'avez pas de Pornhub. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, on l'a vu d'ailleurs sur l'interdiction des images à caractère sexuel sur Tumblr, c'est-à-dire que la part d'invention qui utilisait les réseaux sociaux comme Tumblr pour diffuser une créativité d'ordre sexuel, voire pornographique par moment, a été censurée. Donc là, tout d'un coup, en fait, ce qui était art a tout de suite été presque interdit pour des raisons certaines juridiques, mais la plupart sociétales en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui va délimiter la part de l'art dans le data art, c'est-à-dire la part de censure que ça peut lever. C'est-à-dire que tout d'un coup, du questionnement, c'est un tel questionnement que certaines personnes, ou alors ça peut être l'opinion, ça peut être le législateur, aura à cœur de l'interdire. Il y a des programmes qui sont licites et d'autres qui sont illicites. Je ne dis pas qu'un programme illicite, c'est de l'art. Je dis que peut-être un des signaux
par rapport à un art un peu programmatique ou génératif sera peut-être là où ça va nous questionner sur nos angoisses par rapport à justement notre rapport à la machine, notre société technoïde et les limites, et ces limites-là. Et ce questionnement de la limite, là, on est vraiment sur le champ de l'art, parce qu'il va représenter notre relation à cette limite. Et je pense que c'est un peu le job de l'artiste aussi. Je peux vous citer évidemment énormément d'exemples, mais c'est ça. Actuellement, là, il va se lancer DAU, qui est un projet complètement fou, d'origine russe, sponsorisé par un oligarque russe, qui se diffuse dans le monde entier, Berlin, Londres, Paris, New York, ailleurs, qui justement est sur le totalitarisme technique et scientifique, mais d'une époque révolue, qui est l'époque soviétique. Et ça nous questionne finalement sur notre relation à la machine et au pouvoir. C'est-à-dire que un artiste, en tout cas moi j'en suis de cela, je pense que mon travail n'a pas de sens s'il ne questionne pas à minima un pouvoir. Et ça peut être le pouvoir d'un objet, ça peut être le pouvoir d'une personne, ça peut être le pouvoir d'un cadre social, d'une organisation, d'une entreprise. Oui. Oui, bah juste pour aller, juste pour là les méthodes génératives là que je citais, c'est un petit peu différent que l'art en boucle que vous citiez tout à l'heure, puisque c'est des méthodes qui, c'est pas juste reprendre des séquences, mais c'est recréer des séquences nouvelles en fait qui n'existent pas, mais parce qu'elles ont on a appris une structure derrière des séquences enregistrées. Mais c'est vrai que il a fallu faire un choix là. Il a fallu faire un choix sur ce qu'on donne à manger donc c'est de l'art, ça, à l'algorithme. De faire ce choix-là. Ça, effectivement. Enfin, un algo plutôt qu'un autre, une ligne de code plutôt qu'une autre, il y a une part de création quand même. On peut, on peut effectivement, oui, tout à fait, mais absolument, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est le questionnement du rapport à la machine, notamment parce que c'est derrière avec tout ce champ là de méthodes modernes qu'on utilise, donc derrière c'est les méthodes de type réseau de neurones profonds, apprentissage par renforcement, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces méthodes ont beaucoup révolutionné le rapport à la machine, et je pense que là il y a un petit lien avec l'art. C'est que pendant longtemps et jusqu'à pas longtemps encore, on se disait de toute façon, il y a une spécificité qui reste toujours humaine dans la production, quelle qu'elle soit, c'est la notion de créativité en fait. On se dira jamais une machine ne va apporter une touche de créativité ou quelque chose qu'un homme n'aura pas pensé. Et en fait, je pense que ça a été beaucoup remis en cause, et notamment maintenant on est beaucoup plus humble dans cette notion de créativité, spécificité humaine. Je pense qu'il y a quelque chose qui avait beaucoup révolutionné la communauté, donc je pense c'est assez connu. Ça a été en 2016 quand il y a eu AlphaGo, donc l'algorithme de Google là qui a gagné une partie de Go. Et ça a été une vraie révolution. Alors en Europe peut-être un peu moins, mais dans les sociétés asiatiques, il y avait le jeu de Go, ça avait une dimension presque spirituelle en fait. Donc et c'était quelque chose où c'était inconcevable, je pense, qu'une machine puisse battre un homme. Or maintenant c'est fait, et la machine a utilisé des stratégies de jeu absolument inattendues et inédites. Et d'ailleurs c'est assez rigolo quand on regarde la vidéo du match. Il y a un moment, je ne sais plus exactement à quel coup c'est, je crois que c'est le coup 56. Il y a la machine qui fait un mouvement, et les commentateurs en fait ils savent pas trop quoi dire, et en fait il y en a un qui dit mais c'est sans doute une erreur, en fait ils disent c'est sans doute une erreur que la machine a faite. Et il se trouve que quand le AlphaGo gagne à la fin, eh bien, c'était par ce coup-là, qui était considéré comme une erreur par un humain. Le bug était un point de bascule. Ouais, en tout cas, c'était pas un bug, c'était la décision de la machine. Voilà. Ça a été le moment décisif du jeu. Et donc depuis ce moment-là, on hésite beaucoup moins. Enfin, alors après, tout dépend ce qu'on appelle créativité. Mais en tout cas, il y a une part une prise de décision qui sort un peu de l'entendement humain, qui peut être pris par une machine et qui peut être pertinent. Alors moi, je me suis amusé, avant de venir, à faire un truc tout simple. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis dit, finalement, tout ça c'est une question de filtre. C'est-à-dire que je
je peux produire des filtres qui à la fois peuvent laisser passer de la lumière, laisser passer du son. Expliquez peut-être un petit peu ce que vous êtes Donc en train de nous montrer. J'ai pris un bête crayon et j'ai percé des feuilles A4. Oui. Et ces feuilles A4 sont percées de manière à ce qu'on puisse voir apparaître non seulement des petits trous, comme le poinçonneur des lilas, cher à notre ami Boris Vian, que j'aurais cité 2 fois quand même, à croire que c'est un concours. Mais en même temps, ça compose des lettres. Mais quelqu'un d'autre qui ne connaît pas cette langue ne verrait pas ces lettres. De la même façon, là j'en ai mis... donc là j'ai écrit data mine, parce que ça m'intéressait par rapport à quelqu'un qui va regarder dans le sous-sol, de voir un peu cette mise en abîme de je fais du data mining et en même temps je creuse le sous-sol pour voir ce qu'il y a dedans, pour en extraire quelque chose. Je trouve qu'il y a une espèce de correspondance sur cette cartographie qui est assez intéressante. De la même façon, j'ai joué avec, et je me suis dit, on peut faire même un jeu de mots, on peut dire data is mine. Alors ça c'est la question de la liberté. Vous imaginez bien que, je ne sais pas s'il y a un ordinateur, combien il faut faire d'algorithmes pour arriver à ça. Mais en tout cas, c'est peut-être très simple ou peut-être pas si simple que ça. La seule chose, c'est qu'effectivement, j'y suis pas arrivé tout de suite parce qu'au début, j'ai commencé à écrire, puis après, parce que j'ai tourné autour de mon idée, parce que voilà. Et j'ai fait un certain nombre de feuilles comme ça. Alors la seconde, donc j'ai perforé un petit signe et au-dessus de quelque chose qui pourrait être un mot. Donc un petit cœur et ça pourrait être dit, je sais pas, love data ou data love, tu vois. Donc et on peut le regarder de plein de manières différentes, mais en même temps je trouvais que c'était assez rigolo parce que je pouvais m'en servir de masque. Et à partir du moment où c'est un masque, c'est-à-dire je peux essayer d'aller regarder au travers et je peux essayer aussi de parler au travers. Et à ce moment-là, ça va forcément filtrer un peu mon son. Et c'est pour moi, je trouvais que c'était à chaque fois, ce travail-là, c'est un moyen, pour moi, très simple en fait, d'essayer d'exprimer que y a énormément d'arbitraire dans cette histoire-là. Et à partir du moment où il y a un arbitraire, il y a un geste de création. Que vous écriviez une constitution pour notre pays, et qui est une question récurrente ces dernières semaines, ou que vous essayez de faire des petits trous dans une feuille, il y a énormément de choix, et la provenance de ces choix sont des séquences où on n'arrête pas de sauter d'un raisonnement à l'autre. Un petit peu comme AlphaGo. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on passe d'une aberration ou d'une singularité à une autre. Et c'est peut-être plus ça, la créativité, qui fonctionne par association d'idées, par lien, donc il y a une heuristique là-dedans, c'est vraiment que de l'heuristique. Et on est tout le temps dans ce jeu heuristique-logique. Et de la même manière qu'un ordinateur, un être humain est capable d'apprendre. Donc son apprentissage, il est toujours dans ce jeu-là. C'est-à-dire à un moment donné, mon intuition heuristique, je vais la lâcher pour essayer d'apprendre quelque chose de différent. Donc de lever un certain nombre d'inhibitions pour apprendre d'autres logiques, pour entrer dans d'autres logiques. C'est l'effort que l'on fait d'ailleurs, par exemple, tous les deux, parce qu'on essaie d'entrer dans la logique de l'autre. Donc voilà, moi j'ai pas votre formation, vous n'avez pas la mienne, donc on n'est pas en conflit de logique, on est juste en train d'essayer de se dire, j'ai des habitudes de pensée, je vais essayer de les retenir un petit peu, et m'ouvrir, donc ça va me consommer de l'énergie, on le sait maintenant sur le plan neurologique, ça consomme beaucoup d'énergie, pour entrer dans d'autres logiques. Cela étant dit, le créatif, pour moi, c'est quelqu'un qui est entraîné. C'est un art martial, la créativité. C'est quelqu'un qui passe d'une logique à l'autre très très rapidement, peut-être plus rapidement que quelqu'un qui n'est pas entraîné. Tout le monde est potentiellement créatif, mais il faut l'entraîner. Alors je ne sais pas jusqu'à où on peut entraîner par contre un computer, ça je ne sais pas. Et je ne sais pas si c'est à partir de données qu'on pourra le faire. Parce que nous, on est tout le temps en train de sélectionner un petit paquet de données en les regroupant, encore une fois je reviens à mon idée d'enveloppe ou de forme donnée, de forme prégnante si vous voulez, ce qu'on appelle habituellement des concepts quoi. Deleuze il disait percept, concept, affect. On va faire ça en fonction de ça nous. Et à la fin, on va effectivement se dire, on arrive à des formes qui pourraient ne rien dire et qui pourtant sont toujours reconnaissables. C'est-à-dire que quand je perce un carré de 9 trous, je peux me dire, dans un certain contexte, ça peut ressembler à un œil. Et c'est pas un œil. Ok, je comprends mieux là votre. Michel Luz. Ouais, je comprends mieux votre définition là du travail artistique et du parallèle qu'on peut y faire avec
le métier de data scientist ou d'analyse de données, c'est plus clair pour moi. Cependant, je pense qu'il y a... c'est pas, je cherche des convergences, vous voyez, quand même. Oui, non, mais c'est bien parce que moi, avant de venir, je voyais plutôt des divergences, ou en tout cas des choses qui se complétaient. Mais ceci dit, dans cette convergence, il y a trois, je pense, caractéristiques qui sont encore liées à ce qu'on peut faire aujourd'hui en traitement de données ou en intelligence artificielle qui je pense, fait encore une différence entre la production humaine et puis la production machine, qui sont liées. En fait, il y en a deux qui sont liées à je pense qu'on va dire des limitations à ce qu'on sait faire en intelligence artificielle. On va utiliser le mot, c'est plus simple. Il y en a une qui est une première, qui est... je pense que l'artiste, ou l'homme en général, il a une forte capacité à se mettre à la place d'autrui. En fait, je pense que quand vous avez fait vos petits trous dans les feuilles, vous aviez envie de nous faire réagir, en fait. Et vous vous êtes imaginé qu'on allait penser quelque chose de votre production, en fait. Et artefact dialogique médium. Voilà, et ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont très très limitées en fait dans le champ de l'intelligence artificielle. Donc on appelle ça les théories de l'esprit, en fait, quand nous on prend des décisions en fonction de ce qu'on pense que les autres croient. Et ça, c'est un champ ce qui existe en intelligence artificielle, donc ils appellent ça un champ de recherche qui s'appelle la planification épistémique, mais ça reste très très limité, en fait. Ce qu'on sait réellement faire en termes de mettre dans une machine des représentations qu'elle peut avoir des autres agents, c'est très limité. Donc ça, je pense que c'est une des grandes valeurs encore profondément humaines, c'est d'avoir cette... parce que nous, on le fait très spontanément, en fait. Et finalement, par rapport à une machine, on prend quasiment jamais des décisions de façon purement rationnelle ou objective à partir de ce qu'on mesure. Mais même là, quand on se parle, tout l'enjeu d'essayer d'emmener le débat, c'est d'essayer de se mettre à votre place pour enrichir le débat. Et ça, c'est vraiment une spécificité très, très humaine encore. Il y a une deuxième forme de limitation, aussi liée à une limitation, je veux pas offenser les chercheurs, hein, mais je veux dire par rapport à ce que c'est faire l'humain, c'est la question de l'interaction sociale, en fait. Je pense qu'aussi tout le résultat là, de votre travail scientifique et votre réflexion scientifique, on l'a vu, vous avez cité Cocteau, Deleuze, enfin on sent que votre production elle est construite parce que voilà, vous êtes en interaction avec des auteurs que vous avez lus, j'imagine que vous êtes en interaction avec d'autres artistes, et tout ça contribue à votre création et à votre réflexion. Et ça, en intelligence artificielle, l'aspect social est encore très limité. Donc on sait faire de la modélisation multi-agents, où on va synchroniser des agents entre eux, puis vont faire émerger des phénomènes systémiques, mais ça reste limité. On simule des bancs de poissons, des choses comme ça. Je pourrais même rajouter peut-être un troisième point. Oui. Se penser soi-même. Ah oui, bien sûr. La notion même de soi. Bien sûr, c'est la conscience de soi. La conscience de soi. C'est quand même quelque chose qui, c'est le cogito ergo sum. Voilà, donc cartésien. Ça, on en parle dans les fantasmes d'IA forte, mais effectivement aujourd'hui ça n'existe pas. Et justement derrière le troisième, l'autre point que je voulais mentionner qui complète ça, c'est qui est aussi, je pense, lié avec le se penser soi et nos motivations dans le monde qui nous poussent à agir, qui nous poussent à faire des choses, mais c'est les buts et finalement ce que j'appelais tout à l'heure l'intention, voilà, plus que la finalité. L'intention, le but en intelligence artificielle ou en traitement de données, c'est opératif. On peut résoudre des problèmes, je veux dire, scientifiquement compliqués, mais philosophiquement, ça reste toujours très limité, parce que le but pour une machine, c'est on optimise ou on minimise une fonction mathématique, quoi. Et finalement, les problèmes qu'on peut résoudre par optimisation mathématique, c'est de la résolution de problèmes, c'est des problèmes bien définis. Par contre, derrière, il n'y a pas de but un peu généraux, il n'y a pas de but, social.
hédoniste, économique, il n'y a pas de but généraux en fait. Et ça, c'est avoir cette vision un peu globale. Alors, cette notion, ça reste un propre cette humain, notion ouais. d'utilité versus le non-utilitaire, bon, là, on pourrait dire que là, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense personnellement, nous vivons dans une société extrêmement utilitariste et il n'est pas anodin, justement, qu'on démultiplie l'usage d'ordinateurs parce qu'il décuple la puissance utilitaire, enfin voilà, y compris dans la Smart City ou des choses comme ça. Bon. Mais ce qui me... Au-delà de ça, je pense que la notion d'œuvre ouverte, qui est très chère, par exemple, à quelqu'un comme Umberto Eco, qui a beaucoup théorisé là-dessus, qui est un théoricien du langage au départ, Eco, avant d'avoir écrit des romans fabuleux, mais qui sont sur ce sujet-là, parce que de toute façon, des histoires de bibliothèques, comme il les a écrits dans Le Nom de la Rose, c'est bien des histoires de données, hein. C'est bien des histoires d'agencement de données, c'est bien des histoires un peu comme Borges, ils ont convergé à peu près à la même époque sur à peu près la même vision des choses. Cette notion-là d'œuvre ouverte, c'est-à-dire, je prends par exemple, il y a un tableau de Degas qui s'appelle La Répétition. Et on voit 2 danseuses, dont une en partie. La composition, elle n'est pas frontale, pas du tout. On est en contre-plongée. Et donc, tout est tout est dissymétrique. Il y a une asymétrie. Mais on voit 2 danseuses qui répètent le même geste. Et rien qu'en ayant et on voit également des spectateurs et des gens du corps de ballet qui regardent, enfin on va dire les maîtres de ballet qui regardent, donc on a les bourgeois qui regardent, les jolies danseuses, etc. Donc c'est une œuvre incroyablement ouverte. Pourquoi ? Parce que vous avez une situation sociale. Ces jeunes filles étaient aussi plus ou moins entretenues par les bourgeois à haute forme qui les regardent. Il y a ce caractère mise en scène finalement d'un certain regard sur la beauté féminine, sur finalement la capacité à s'abstraire de sa condition de femme en s'élevant dans la société, mais également en sautant en l'air, en faisant des entrechats et des gestes de ballerine. Donc un rapport à la beauté, à la délicatesse, un rapport à la lumière, un rapport à l'agencement de l'espace où on voit que finalement il y a différentes sociétés qui s'imbriquent les unes dans l'autre dans cet espace de l'opéra. Et plus encore, rien qu'avec le terme, la répétition. C'est-à-dire comme si on était en permanence en train de répéter la même chose, mais pourquoi ? Et il pose déjà, peut-être avec ce tableau, cette question de gars, un génie fondamental de mais qu'est-ce qu'on veut répéter, répliquer comme situation sociale et comme situation esthétique. Voilà, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a énormément inspiré Gauguin dans la composition de ces tableaux, parce qui était un grand dynamiteur, Gauguin, mais qui a adoré Degas, je pense aussi pour ces raisons-là, parce que alors même qu'il avait ce côté très bourgeois, et on pense tout de suite, quand on va au musée d'Orsay, on dit il aimait bien les bourgeois, lui, il peignait bien la situation de l'époque. Je pense qu'il y avait quand même, de manière peut-être moins frontale que Courbet, une possibilité d'expliciter ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire ce que cette époque est en train de raconter. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut demander à un ordinateur de nous aider, oui, mais peut-être pas de produire une œuvre avec autant d'ouverture, de possibilités d'interprétation, donc une œuvre ouverte. Michel Lutz, est-ce que c'est là, réaction ou... Non, là, Est-ce que c'est comme ça que l'art peut questionner la donnée, à savoir comment recomposer ? Donc je reformule maintenant les choses différemment, oui. En dehors d'un champ, on va dire, culturel, qui n'est pas forcément intéressant, mais enfin, c'est juste un exemple pour dire combien, à partir du moment où il y a des différentes possibilités d'interprétation, dans la data science, a priori, on demande la véracité. Donc on ne peut pas interpréter, on peut pas interpréter de multiples façons, il faut limiter justement la multiplicité. Et peut-être que le travail de l'artiste, au contraire, c'est d'ouvrir le champ à différentes perspectives, différents points de vue, différentes possibilités de compréhension et d'interprétation. Oui, en data science, on va demander il y a une question d'interprétation qui reste dans le... Enfin, ce qu'on va demander, ça dépend, mais ce qu'on va demander,
avant tout, surtout si on veut la data science performante, c'est des modèles stables et de la reproductibilité dans les résultats. Donc on veut un modèle... Je pense que de base, bon, moi j'ai été data scientist de longues années, hein, c'est pas un métier de philosophe, hein, on nous demande, on a un objectif précis, hein, c'est de prédire un phénomène, par exemple. C'est déjà énorme prédire. Hein, voilà, on va essayer de prédire du mieux qu'on peut un phénomène ou de modéliser un phénomène. Sans forcément se poser de questions philosophiques, puisqu'on a des techniques pour mesurer la qualité d'un modèle. Donc on va chercher la reproductivité des résultats, la robustesse du modèle. Après, les questions d'interprétation se posent dans l'explicabilité du modèle, puisque effectivement, plus on va... la situation est que plus on va avoir des modèles performants, moins généralement ils vont être explicables, pour différentes raisons, parce que déjà si on veut faire des modèles pertinents, on va essayer de mettre beaucoup de variables explicatives, donc on va rentrer dans un univers qui dépasse un peu l'entendement humain, puisque nous on est quand même assez limité en capacité à raisonner de façon multidimensionnelle, hein. Je crois que les gens les plus doués, ils arrivent à traiter 9 variables simultanément. Moi, j'ai du mal à en traiter plus que 3. Et par contre, en algorithme, il n'y a pas trop de soucis à traiter des milliers de variables simultanément dans un modèle. Hein. Donc voilà, on sort déjà de là un peu des capacités de l'entendement humain, et c'est difficile d'expliquer les modèles. Après, les modèles généralement les plus performants, notamment dans des problèmes complexes à modéliser, sont peu linéaires. Et c'est vrai que nous, en tant qu'humains, on a un raisonnement assez linéaire. Or, les méthodes les plus communément utilisées aujourd'hui, donc les méthodes à base d'arbres, tout ça, c'est des modèles par définition non linéaires, et c'est plus difficile d'en tirer des règles claires pour expliquer la prise de décision d'un algorithme. Et ça va encore plus loin quand on utilise les méthodes les plus modernes, ou du type réseau de neurones profonds, où là, eux, à la fois, font des transformations sur les variables d'entrée, et après, il y a toute une architecture du réseau qui font que on n'est plus du tout capable de tirer des règles explicatives de ces modèles. Comment vous définissez justement un réseau de neurones profonds ? Parce que moi, ça me fascine, et je ne trouve pas vraiment de... Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones profonds pour vous ? Parce que moi, j'ai du mal à me le représenter, justement. Un réseau de neurones, réseau de neurones profond, basiquement, c'est rien de plus qu'un réseau de neurones classique, mais où on rajoute des couches. Donc le principe d'un réseau de neurones, c'est qu'on va avoir des variables d'entrée. Oui. Ok. Donc admettons, on va prendre un cas, on va faire de la reconnaissance d'image. Chaque pixel de l'image, ce sera une variable d'entrée. Et ensuite, on va recombiner les valeurs de ces pixels en leur appliquant une transformation mathématique, qui est une transformation assez simple, en fait. C'est qu'on va faire une combinaison linéaire, okay, et on va appliquer à cette combinaison linéaire une fonction dite d'activation qui va appliquer une déformation pour que cette combinaison ne soit plus linéaire, justement. Donc ça, c'est une fonction mathématique qu'on applique. Et après, on va avoir une valeur de sortie qui est la valeur donnée par cette transformation mathématique. Et en fait, généralement, on va mettre plusieurs neurones au même niveau, et du coup, chacun va appliquer ces transformations. Et quand on dit profond, c'est simplement qu'on va empiler les couches. Du coup, on va avoir une première couche qui va appliquer une première transformation, et à ces transformations, on va appliquer une deuxième couche qui va appliquer d'autres transformations successivement. Donc c'est pas uniquement l'itération, c'est l'accumulation. C'est l'accumulation d'opérations. Et chacune de ces couches, en fait, va recréer une représentation du problème qui va être de plus en plus complexe, et ça c'est assez intéressant parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est assez intéressant parce que on peut faire l'analogie avec pareil, dans la reconnaissance d'image, ce qu'on constate, c'est que les premières couches vont apprendre à détecter des formats assez simples dans l'image, donc généralement des traits, des lignes, et après elles vont recombiner ces premières formes et vont successivement créer des formes plus complexes. Et ce qu'on regarde, et c'est ça qui est assez fascinant et un peu la beauté et presque la magie dans l'emploi des réseaux de neurones profonds, c'est que quand on va aller assez loin dans les couches,
la machine va apprendre par elle-même des concepts. Donc elle va apprendre tout seul, par exemple si on prend la reconnaissance d'image, le concept d'œil. Donc on verra qu'à un moment, il y a une couche profonde qui va être spécialisée pour détecter des yeux, des bouches, des formes complexes, sans qu'à un moment, aucun humain n'ait dit ce que c'est qu'une bouche. D'accord, mais est-ce qu'elle s'auto-organise pour dire elle s'auto-organise, je vais réserver cette couche-là à m'occuper des yeux? Non, c'est un phénomène émergent en fait. D'accord. L'optimisme par le calcul, ça émerge. Et ce qui est fascinant, c'est que je pense que ça pourra juste vous intéresser. C'est que ça reproduit finalement ce qu'on connaît en fait du fonctionnement du cerveau humain. Donc il ne faut pas dire que c'est une représentation métaphorique. Hein. On ne dit pas que les réseaux de neurones artificiels fonctionnent comme le cerveau humain. Non, ce serait une illusion mais en fait, les recherches en neurosciences, en biologie, et c'est assez ancien, c'est dès les années 60, ils ont montré, donc en faisant des expériences, elles sont sur Internet un peu horribles sur des chats, mais qu'en gros, il y a les premières couches de neurones biologiques qui détectent des formes simples, et plus on remonte profondément dans les neurones biologiques, plus on détecte des formes complexes et composées, quoi. Et un petit peu comme fonctionnent les réseaux de neurones artificiels. Et ça, c'est assez fascinant, en fait. Tous ces apprentissages, effectivement. Mais je retiendrai ce mot-là, le mot émergent. C'est-à-dire que, finalement, il y a cette fascination à voir, issue de la machine, qui est quand même un artefact, donc c'est de nature humaine, initialement. Pas l'oublier. L'émergence d'une forme. Ce qui est par contre paradoxal, c'est qu'on s'émerveille de voir émerger une forme et on n'avait pas besoin de toutes ces machines pour ça. Non, mais par contre, c'est la vraie révolution du deep learning, c'est ça. Si vous regardez tout ce qui est reconnaissance d'image jusque dans les années 2010, le travail de l'analyse de données, c'était lui-même d'apprendre les transformations appliquées à l'image pour dégager des textures, des choses comme ça. Et tout l'état de l'art reposait d'en trouver ces bonnes transformations des données. Et maintenant, les algorithmes de deep learning apprennent par eux-mêmes les bonnes transformations appliquées à un problème défini, sans être guidés par l'humain, en fait. Donc il n'y a plus du tout d'a priori sur quels sont les bons descripteurs de mon image. Ça, c'est entièrement trouvé par la machine, et ça, c'est quand même assez fascinant, hein. Renaud Gauthier, Michel Lutz, on arrive au terme de ce podcast. Est-ce que vous avez envie de rajouter un mot de la fin, une phrase de la fin, un concept de la fin ? Non, moi je vous dis un grand merci parce que j'ai appris beaucoup de choses et du coup je verrai les choses autrement quand je manipulerai des données. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'entrer justement dans ce champ de la représentation de ce qu'on ne voit pas, parce qu'un artiste a souvent l'illusion, parfois même, de dévoiler ce qu'on ne voit pas, de donner à comprendre, à voir ou à entendre ce qu'on n'entend pas. Et je trouve intéressant dans ce monde si mystérieux, par exemple, de l'exploration des sous-sols, donc on ne peut pas y être, on ne peut pas être là-bas, de voir que finalement on a une interprétation chiffrée, quantifiée de tout ça, et qu'il y a tous ces algorithmes qui combinent de manière à nous cartographier en 3D, voire même dans le temps, donc presque en 4D, ces espaces inexplorés et inexplorables. Et pour moi, il y a une démarche d'ordre artistique là-dedans, et j'aimerais bien jouer avec ça, moi. Mais bon, c'est tout, c'est la réflexion qui me vient ce soir. Mais écoutez, peut-être que ça va revenir un peu plus tard et que vous allez réussir à jouer avec ça. Merci Renaud Gauthier, merci Michel beaucoup. Lutz. Merci à vous. Avant de vous quitter, il nous reste quelques petites choses à rajouter. Tout d'abord, un grand merci à nos invités pour leur temps et la richesse de leurs échanges. Si vous cherchez les notes, des extraits, des références citées dans le podcast, vous pouvez aller directement sur le compte Instagram de Croisement. Croisement au pluriel. Nous sommes à l'écoute de vos remarques et commentaires. N'hésitez donc pas à laisser un avis sur iTunes, à vous abonner et à le partager. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.